welcome everyone. In this session we will try to address the question of what role nuclear energy can play in a low carbon energy mix. Before starting, I would like to know if it's necessary to do the conference in English or if we can move on to French. That could allow us for a little bit more discussion. Est-ce que le français c'est bon pour tout le monde? Oui. Bon, alors on va passer en français alors dans ce cas. Ça permettra des échanges, je l'espère, plus riches. Alors, je vais vous faire, mon nom est Valérie Vandenberg, je vais vous faire une courte introduction sur ce que pourrait être le rôle du nucléaire dans un futur mix énergétique décarboné. Et mes collègues Jean-Michel Ruggieri, Clément Liégeard et Philippe Anfou préciseront ensuite reviendront plus précisément sur certains sujets. Alors, en fait, quand on réfléchit à ce qu'est finalement l'énergie, alors je suis désolée, moi j'ai besoin de voir mes transparents, je vais me lever. Voilà. Finalement, qu'est-ce qu'on cherche? Bien, on a des ressources. Donc, parmi ces ressources, on a le soleil, on a le vent, on a les ressources hydrauliques, on a l'uranium qu'on va utiliser pour l'énergie nucléaire, on a la géothermie, on a tout un tas de matériaux, dont certains sont des matériaux rares, et puis on a nos combustibles fossiles. Ces ressources, on va les utiliser pourquoi? In fine, pour rendre des services à la société. Et ces services à la société, finalement, c'est des choses sur lesquelles on peut travailler, mais qu'on va toujours chercher à obtenir. Donc, on veut de l'électricité sur le réseau, on veut pouvoir bénéficier de cette électricité à chaque instant, on veut pouvoir chauffer nos maisons et utiliser de la chaleur, on veut pouvoir se déplacer et utiliser pour ça des énergies à très haute densité. Et on veut pouvoir aussi utiliser nos matériaux pour notre industrie et pour notre agriculture. Donc ça, c'est finalement le système tel qu'il est. Et c'est le système tel qu'il devra rester, ou du moins, ces services devront toujours être assurés, quel que soit le système énergétique bas carbone qu'on envisage pour l'avenir. Donc si on prend ça comme donnée d'entrée, eh bien, quand on cherche à réfléchir à comment on va pouvoir mettre tout ça en musique, il y a une réflexion qui a été faite au sein du CEA. Donc le CEA, c'est la Commission à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, il y a 2 ans. Et pourquoi on a mené cette réflexion? C'est parce qu'au sein du CEA, il y a des équipes qui travaillaient déjà sur le solaire photovoltaïque, beaucoup, sur la biomasse, sur la cogénération, et puis des équipes qui étaient plus focalisées sur le nucléaire. Et en réfléchissant à quelle forme finalement le futur mix énergétique pouvait prendre, si on est sur un mix énergétique qui est complètement décarboné, on s'est rendu compte que tout ça, ça ne va pas être si simple. Alors, je ne vais pas du tout commenter cette image. Cette image, elle est juste là pour montrer que finalement, on va devoir prendre en considération de nombreuses choses en même temps. On va devoir considérer l'énergie pas seulement sous le vecteur électrique, mais de façon multivecteur, avec à la fois l'électricité, le gaz, la chaleur. Et dans le gaz, on va bien sûr penser à l'hydrogène. On va devoir s'intéresser à un système qui va être multi-échelle et multi-agent. Pourquoi multi-échelle? Parce qu'on est habitué à raisonner, peut-être en tout cas pour l'électricité, à l'échelle nationale, voire européenne. Peut-être que la solution dans le futur va être de réfléchir à des échelles beaucoup plus territoriales pour tenir compte des ressources locales. Ressources locales qui peuvent être solaires ou éoliennes par exemple. Il y a toute une thématique qui va devoir être développée autour des réseaux intelligents. Pourquoi les réseaux intelligents? C'est parce qu'au fur et à mesure qu'on va avoir une augmentation de l'intermittence, de la part intermittence dans nos réseaux, eh bien, il va falloir s'adapter à cette part d'intermittence. Et la dernière chose, et ça on en a déjà pas mal parlé dans différentes tables rondes aujourd'hui, c'est la problématique de l'économie circulaire. Économie circulaire des ressources, puisqu'on a vu que quelles que soient les ressources qu'on considère, qu'il s'agisse des ressources pour l'énergie nucléaire, les ressources pour les batteries, les ressources pour les renouvelables, bien, ces ressources sont en quantité limitée et il va falloir les utiliser au mieux et les recycler. Donc finalement, dans la réflexion qui a été menée au sein du CEA, on s'est rendu compte qu'il fallait réfléchir de façon extrêmement intégrée à toutes ces problématiques et qu'il ne fallait pas finalement opposer les différentes sources d'énergie bas carbone qu'on pouvait avoir, mais plutôt les considérer dans ce qu'elles peuvent avoir de complémentaire. C'est une évolution de notre vision et c'est aussi une évolution de la vision qui est portée aussi par nos collègues des renouvelables qui commencent à dire finalement,
toutes les sources d'énergie bas carbone doivent être mises à contribution si on veut atteindre notre agenda, qui est un objectif zéro émission en 2050. Alors, si on va un petit peu plus loin, la thématique de notre table ronde, finalement, c'est OK, mais quelle est la place du nucléaire là-dedans? Où est-ce que le nucléaire peut jouer? Le nucléaire, il jouera et il doit jouer s'il s'adapte en devenant plus flexible pour être flexible pour accommoder la part croissante d'intermittents, que l'intermittent, donc par les énergies intermittentes, je pense essentiellement solaire et éolien, qui vont ne faire que croître. C'est un de nos objectifs, c'est un des objectifs de la PPE. Le nucléaire va pouvoir aussi être une source d'énergie bas carbone pour l'électrolyse haute température et la production d'hydrogène. Il a aussi sa place peut-être à jouer sur la production de carburant et sur tout ce qu'on va appeler économie circulaire du carbone. Et enfin, le nucléaire peut aussi jouer sur finalement des adaptations à l'échelle territoriale. Donc on n'est plus cette fois-ci sur de la production massive d'électricité pour l'échelle nationale, mais l'échelle territoriale, soit pour la production d'électricité, soit pour la production de chaleur, ou encore pour des industries lourdes fortement consommatrices. Donc c'est ces différents points, petit nucléaire, nucléaire pour la production de chaleur, et puis économie circulaire du carbone, que mes collègues vont détailler. Donc je vais passer la parole à Jean-Michel Ruggieri. Merci Valérie. Même chose, je ne sais pas faire un discours, donc je présente, comme d'habitude en conférence. Oui, comme disait Valérie, en fait, la part de nucléaire, alors on a parlé le grand nucléaire avec la flexibilité qu'on doit atteindre pour apporter cette flexibilité à la part d'augmentation de l'électricité qu'on va avoir avec l'apport des ENR, mais aussi le petit nucléaire, et c'est là où on a un peu d'innovation autour de ça, c'est ce qu'on appelle les small modular reactors, donc petits réacteurs modulaires, qui vont être des réacteurs qui vont être des tailles beaucoup plus petites qu'un EPR, tout le monde connaît l'EPR, donc des ordres de grandeur entre 5 et 10 fois plus petits en termes de puissance. Et donc pourquoi on regarde ces réacteurs-là? Parce qu'en fait on va pouvoir les positionner localement dans un réseau pour apporter des solutions locales, ce qu'on disait, une approche un peu globale, locale, et dire pour la production peut-être d'autres choses que simplement d'électricité, localement je peux avoir besoin d'un réacteur qui va me permettre de faire autre chose que simplement un seul vecteur l'électricité, et pouvoir produire plusieurs vecteurs, ou un seul vecteur, mais qui serait un autre vecteur, qui serait soit de l'hydrogène, soit de la chaleur pour des réseaux industriels ou d'autres choses. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est, on le sait peut-être nous en France, mais les autres nous regardent avec envie. En France, on a déjà beaucoup décarboné le plus facile, qui est l'électricité, et il nous reste à décarboner tout le reste, en fait. Donc l'industrie, le transport, on en a parlé dans la table ronde de tout à l'heure en plénière. Donc tout ça, c'est ce qu'on a devant nous, et donc en France, on est obligé de regarder cette chose-là en premier, là où les autres sont en train déjà de décarboner leur électricité. Donc nous, on regarde les SMR, donc sous cet angle-là, donc ce nucléaire-là un peu nouveau, pas seulement pour la production d'électricité, donc pour d'autres choses. Donc l'hybridation finalement des activités sur ces SMR, c'est ce qu'on regarde au CEA. Et donc juste pour vous donner des sketchs, ce que je vous disais, c'est le SMR, donc c'est le petit dessin, je ne sais pas s'il y a ici, là, on a symbolisé un petit SMR, donc c'est un petit réacteur qui fait de l'ordre de 150 MW électriques. Il peut être utilisé pour produire la chaleur pour un électrolyseur à haute température et l'électricité comme simplement une utilité ou une production qui ne fait que ça, qui va produire que de l'hydrogène. Et vous verrez tout à l'heure à peu près ce que ça représente comme quantité d'hydrogène. Ça donne aussi des ordres de grandeur de qu'est-ce qu'on a besoin, parce qu'on parle beaucoup d'hydrogène, mais il faut bien la produire. Et pour la produire, il faut de l'électricité, en tout cas sous cette forme-là. Mais on peut utiliser aussi le réacteur comme quelque chose qui va produire que de la chaleur pour le chauffage urbain. Il y a beaucoup de réseaux, notamment dans le nord de l'Europe potentiellement, qui ont besoin d'être décarbonés. Et l'idée, alors soit on va utiliser des pompes à chaleur, soit on va utiliser de la biomasse, mais la biomasse elle est limitée. Donc, et en Finlande, la question de la biomasse, ils se la posent et ils disent nous on préférerait avoir des nucléaires de ce type-là pour faire de la chaleur. Donc pour décarboner, parce que comme disait tout à l'heure Stéphane, si on ne fait pas partie de la solution, on fait partie du problème. Donc une des solutions possibles, c'est aussi d'utiliser le nucléaire pour décarboner la chaleur industrielle ou de réseaux urbains. Autre chose, on pourrait utiliser seulement un réacteur qui fait la chaleur pour l'électrolyse à haute température et on utilise l'électricité du réseau qui vient des ENR, etc. Ok, ça c'est une autre façon de le faire. Et un autre cas d'utilisation qui serait avoir un SMR qui lui va essayer de faire un peu tout. Alors en général quand on fait tout, on essaie de le faire bien, même si des fois on fait tout un peu mal. Mais donc nous, l'autre idée c'est d'essayer de faire un peu tout bien et de dire avoir un SMR qui produit de l'électricité
Et en fonction des besoins du réseau, appel d'électricité ou trop d'électricité du fait des ENR qui sont en place, etc., ben, cette électricité-là, plutôt que de l'utiliser et de devoir arrêter le réacteur, ben, je l'utilise pour faire de l'hydrogène, pour stocker cet hydrogène. On parlait de stockage, comment je vais stocker l'énergie. Je vais stocker mon hydrogène, et bien cet hydrogène, une fois que je l'ai stocké, je pourrais très bien la réutiliser à travers une pile à hydrogène pour produire de l'électricité, et donc réaugmenter au moment où j'ai plus le soleil, la nuit, le vent s'arrête, et bien je réutilise cet hydrogène pour refaire de l'électricité. Et j'ai une capacité avec un système un peu plus intelligent, finalement, de faire quelque chose de différent que simplement produire l'électricité à un moment donné, ou d'une façon donnée. Donc c'est un peu tout ça qu'on essaie de regarder avec les SMR. Et ce qu'on a fait, en fait, c'est plutôt que de le regarder simplement sous une approche, ce qu'on a beaucoup fait au CEA, en regardant, on a une belle technologie, on la propose, on essaie de le regarder aussi en regardant quels sont les marchés. Et on dit quel va être le marché de l'hydrogène à 2050, parce que finalement on se propose à regarder ce marché-là à l'auteur de décarboner le système en 2050. Regardez les marchés de la chaleur. Qu'est-ce que ça va être le marché de la chaleur? Aujourd'hui, on sait que la chaleur, elle est faite avec du gaz, notamment dans l'industrie. C'est pas cher. Aujourd'hui, la chaleur, elle n'est pas chère pour l'industriel. Qu'est-ce qui va être en 2050 quand on va mettre le prix du carbone, etc. Ça donne une idée de est-ce que ça vaudra la peine de développer ce genre de système. Le marché de l'hydrogène aussi, est-ce que ça sera seulement pour faire des voitures à hydrogène ou pour d'autres utilités? Et ça, c'est aussi ce qu'on essaie de regarder de façon à trouver la bonne déclinaison finalement de ce type de système qui répondra à ce marché-là, à ce terme-là. Et pour faire ça, nous, on a développé un projet qui s'appelle Innovative Decarbonized Nuclear Energy System, qui regarde cette chose-là, c'est-à-dire le système de conversion d'énergie, incluant d'autres productions d'électricité ou d'électricité décarbonée, comme le solaire, les éoliennes, etc. Des systèmes de stockage, on disait soit saisonniers, soit ponctuels, et des productions autres. Donc on peut aller jusqu'à la désalinisation de l'eau ou la chaleur. Juste pour exemple, ce qu'on disait sur l'hydrogène, un exemple, un réacteur qui produit 450 MWh, 150 MW électriques, ça peut produire une centaine de tonnes par jour d'hydrogène. Et pas plus. Voilà, c'est l'ordre de grandeur. 100 tonnes, on voit que c'est quelque chose qui est utilisé localement, qui peut être utilisé localement. On ne va pas forcément le mettre directement dans un réseau. Mais par contre, ça permet d'avoir ce genre. Ça correspond à peu près à une flotte de 20 000 voitures. On peut dire sur la région parisienne, tous les taxis pourraient être alimentés par cet hydrogène-là, par exemple. Donc ça donne un exemple. Pourquoi on fait ça au CEA? Parce que, on connaît bien les réacteurs nucléaires de ce type-là, de petite taille, qu'on peut développer et regarder comment on peut les développer. Et deux, on connaît bien aussi et on développe des électrolyseurs à haute température qui permettent d'avoir une très bonne efficacité pour produire de l'hydrogène avec un haut rendement, en fait. Et le dernier point, après je donne la parole à Clément qui développe ce type de réacteur, c'est des réacteurs, je disais, pour faire de la chaleur, ici, purement de la chaleur urbaine ou de la chaleur pour un électrolyseur. Et en fait, on a regardé un peu les marchés, ce que je vous disais, on regarde les marchés de la chaleur à un certain niveau de température, à moins de 250 degrés, en France, à l'étranger, en Finlande, et on voit que les tailles de réacteurs, là on est plutôt sur des tailles de réacteurs qui sont entre 20 et 100 MW thermiques, et là c'est un facteur encore 10 de plus petit, c'est de beaucoup plus petits réacteurs, et on regarde des choses de beaucoup plus petite taille, donc qui sont très différents de ceux qu'on a sur le parc électronucléaire français. Et là je vais laisser Clément expliquer ce que peut être ce type de réacteur un peu différent. Donc bonjour à tous, je suis Clément Liégeard, je suis ingénieur au CEA sur le centre de Cadarache, donc proche d'Aix-en-Provence. Je travaille principalement dans la conception des petits réacteurs pour produire de la chaleur, donc on appelle SMR halogène. Donc d'abord la première question à se poser avant d'aller tête baissée vers la conception de solutions nucléaires pour adresser la production de chaleur, ça va être pourquoi est-ce qu'on va créer ces solutions nucléaires? Bon, d'abord, la première réponse évidente dans le cadre de la transition énergétique, c'est que les solutions nucléaires sont décarbonées, sont majoritairement décarbonées. Mais également, avec des solutions nucléaires, on va avoir plusieurs autres avantages qui vont être intéressants dans le cadre de la transition énergétique pour la production de chaleur. D'abord, par rapport à d'autres solutions qui pourraient être concurrentes ou qui pourraient être intéressantes pour la production de chaleur, on va essayer d'avoir une empreinte foncière qui est assez faible. C'est déjà valable pour les réacteurs que possède EDF en ce moment. Il y a l'emprise au sol de ces réacteurs reste assez limitée par rapport aux autres moyens de production de puissance équivalente.
Et là, pour les marchés de la chaleur, on va avoir des marchés bien plus petits, et donc je le présenterai dans la slide d'après. Mais on va aussi avoir des puissances de ces réacteurs qui sont bien plus faibles que ce que peut faire EDF. Donc ça veut dire qu'à la fin, on va réduire la taille de tous les systèmes, et donc on va avoir à la fin une emprise foncière qui sera très limitée, et donc implantable très proche de tous ces réseaux de chaleur, que ce soit industriel ou de la chaleur urbaine. Également, avec les solutions nucléaires qu'on va essayer de développer, on va essayer d'avoir des solutions qui sont pilotables. De la même façon, ça va permettre de pouvoir faire varier la puissance qu'on va produire en sortie de ces réacteurs-là pour répondre instantanément ou quasiment instantanément à toute la demande qu'il peut y avoir sur le réseau. Troisième point, c'est qu'on va aussi pouvoir, avec ces solutions-là, adresser facilement plusieurs tailles de réseaux possibles. Pour le moment, sur les données marchés qu'on a récupérées, les réseaux vont de quelques mégawatts à environ la centaine de mégawatts en Europe, et on est capable, avec les solutions nucléaires, d'installer des puissances de ces ordres de grandeur-là qui correspondent exactement à toutes ces tailles de marché. Et quatrième point, le marché de la chaleur, il y a beaucoup d'applications qui sont différentes en fonction des besoins. Typiquement, pour la chaleur industrielle, pour toutes les applications de séchage ou d'amidonnage, on sera plutôt autour de 150 degrés. Et pour des applications plutôt sur la chaleur urbaine, par exemple, on est en ce moment autour de 110 degrés, et les tout derniers réseaux de chaleur qui existent pour les zones urbaines, c'est en dessous de 100 degrés. Donc on va être capable aussi, avec nos solutions nucléaires, d'adapter la conception pour avoir des températures de sortie et des températures de fourniture qui correspondent à ces différents marchés. L'objectif des solutions qu'on conçoit, c'est d'adresser un marché européen global pour l'instant, un marché européen de réseaux de chaleur, donc comme je le disais juste avant, pour des applications industrielles liées au séchage dans l'industrie agroalimentaire par exemple, mais également pour des applications de chaleur urbaine, donc soit pour les individus dans les zones urbaines ou pour les entreprises. Bon, très schématiquement, comment notre solution nucléaire va fonctionner? On aura un réacteur qu'on appelle intégré. Ça, c'est assez commun à beaucoup de réacteurs de basse puissance. Nous, on va rester sur des solutions qui sont déjà technologiquement éprouvées. Ça veut dire qu'on va utiliser de l'eau comme fluide caloporteur et modérateur pour notre réaction en chaîne. On va chauffer l'eau dans la partie basse du réacteur, et on va échanger la chaleur qui a été produite à un circuit secondaire à travers des échangeurs qui vont être directement intégrés à la cuve. Donc ça, c'est cette partie-là qu'on appelle réacteur intégré. Ça veut dire que tout le circuit primaire qui est pas tout à l'intérieur de la cuve pour les réacteurs qu'a EDF en ce moment, cette fois-ci, on va tout intégrer dans une unique cuve. La solution actuelle, on va produire une chaleur secondaire, donc avec une eau qui sera totalement différente de celle du circuit primaire, et on va avoir un autre échangeur qui va permettre d'envoyer cette chaleur-là sur un circuit tertiaire. L'objectif à travers ça, c'est aussi de jouer aussi avec l'acceptabilité du public, donc on ne va pas vouloir envoyer logiquement de la chaleur primaire ni de la chaleur secondaire, et on ajoute, comme le fait EDF, des barrières de confinement pour permettre justement d'utiliser ces solutions nucléaires sur des réseaux de chaleur. L'image finale de la solution, c'est ce qu'on voit sur la partie droite de la slide. Donc on retrouve bien la partie nucléaire vraiment ici, une cheminée centrale, et après le retour de l'eau primaire à travers des échangeurs de chaleur. Sur la solution présentée ici, on fonctionne avec des pompes, sachant qu'on a plusieurs options de conception qui existent et qui n'utilisent pas de pompe, qui fonctionnent uniquement en convection naturelle entre la partie nucléaire et la partie échangeur. Sur la partie un peu plus technique des solutions qu'on conçoit, on a un objectif de puissance qui est autour de 20 MW actuellement, parce que ça correspond à la taille moyenne des marchés de la chaleur qui existent en Europe. Et sachant que pour des marchés de taille plus importante, ce qu'on pense pour le moment, c'est pouvoir installer plusieurs unités de production, 2 unités par exemple, pour adresser 40 MW et ainsi de suite pour les différentes tailles de marché. La température qui sort d'une unité comme ça va être autour de 150 degrés. Donc pour les processus industriels comme le séchage ou l'amidonnage, on a d'autres solutions qui permettent de sortir des températures plus basses, qui vont adresser spécifiquement des réseaux de chaleur urbaine. Ce qui est important dans ces solutions nucléaires qu'on propose, c'est qu'on va toujours être à basse pression ou très basse pression. Ce qu'on appelle basse pression, c'est autour de 15 bars. Il faut noter que sur les réacteurs électrogènes d'EDF, on est plutôt autour de 150 bars.
En fait, ces 15 bars, ils sont liés à la température qu'on va vouloir en sortie. EDF veut plutôt des températures assez hautes pour avoir des rendements thermodynamiques assez importants. Ici, on n'a besoin que de 15 bars uniquement, ce qui va apporter une sûreté intrinsèque qui est assez importante, qui va permettre de limiter aussi tout ce qui est transitoire accidentel. Également, sur les solutions techniques qu'on propose, pour le moment, on vise des durées de cycle. Donc, ce qu'on appelle cycle, c'est entre 2 rechargements du cœur. On vise des durées de cycle de 10 à 60 ans. Ça veut dire qu'on pourrait fonctionner pendant 60 ans sans jamais ouvrir le réacteur et toujours produire pendant 60 ans de la chaleur pour les différentes applications qu'on vise. Un autre point important, c'est que maintenant qu'on a des choses qui sont à plutôt basse pression, on va essayer aussi d'aller dans le sens d'une forte amélioration de la sûreté en utilisant des systèmes robustes et passifs pour valider notre conception. Le point important, c'est qu'on va avoir un inventaire en eau qui est très important par rapport à la puissance proposée, qui va permettre de pallier à beaucoup de problèmes, notamment de disponibilité du réseau électrique et d'autres moyens. On est à basse pression, comme je l'ai dit auparavant, et également on ne va pas utiliser de bore dans notre solution nucléaire. Le bore est utilisé pour contrôler un peu la puissance du cœur dans les réacteurs du parc. Ici, on arrive à s'en passer et ça apporte des avantages aussi en termes de sûreté et de principe de fonctionnement. Et enfin, on essaye d'avoir un design le plus simplifié possible pour 2 raisons. D'abord, c'est que le marché de la chaleur, comme le marché de l'électricité, il est très concurrentiel. Donc le but, ça va être d'abord de limiter les coûts d'investissement. Donc le coût d'investissement contient d'abord la partie chaudière nucléaire, mais également toute l'installation, tout le génie civil et toute la tuyauterie qui va aller autour de cette unité de production. Donc on simplifie tous les systèmes pour diminuer au maximum ces coûts d'investissement. Et également, c'est lié aussi à la durée de cycle de 60 ans. On va essayer de limiter très fortement tous les coûts d'exploitation pour, de la même façon, rendre compétitif le coût de production de la chaleur pour nos solutions nucléaires. Donc ces 2 axes de travail qui sont les principaux axes de travail dans le développement de ces systèmes-là, avec pour objectif de pouvoir atteindre effectivement les marchés visés. Donc je vais laisser la parole à Philippe maintenant pour l'autre volet du projet qui concerne le cycle du carbone. Merci Clément. Bonjour. Philippe Enfoux, donc je vais vous présenter les travaux qui ont été initiés dans le cadre de la fermeture du cycle du carbone avec la mise en place de briques nucléaires. Donc je travaille dans le cadre du projet IDENES qui vise à développer des concepts de réacteurs couplés avec des systèmes de conversion d'énergie pour la décarbonation de l'ensemble des écosystèmes énergétiques, à commencer donc par la chaleur, mais aussi l'hydrogène, et puis ce que je vais vous présenter, la production de molécules d'intérêt. Depuis le 19e siècle, finalement, notre société s'est fortement développée grâce aux énergies fossiles, dans un contexte où, quelque part, les énergies fossiles étaient mises en place et étaient utilisées avec un cycle qu'on pourrait qualifier de linéaire. Ce cycle linéaire consistait finalement à extraire des ressources fossiles du sol et puis ensuite, moyennant quelques transformations de raffinage ou équivalent, en fait, à directement être en capacité d'adresser des services énergétiques. Ce développement, finalement, il s'est basé sur, on va dire, trois critères principaux qui sont des avantages extrêmement importants sur ce type d'énergie. Le premier, c'est que les énergies fossiles sont des énergies qui sont, je dirais, stockables et pilotables. On arrive à les mobiliser quand on veut. Et donc, il y a cette notion de pilotabilité et d'accès direct aux services dans l'immédiateté qui est relativement importante. Ensuite, ce sont des énergies qui sont extrêmement accessibles d'un point de vue économique, donc finalement relativement peu coûteuses en regard des autres formes d'énergie. Et puis, dernièrement, un énorme avantage, c'est la densité énergétique, c'est-à-dire finalement le caractère capacité à rendre un service en regard de la quantité finalement d'énergie fossile. Et le graphique qu'on voit là montre que finalement, en particulier les fossiles liquides, en fait, finalement ont une densité énergétique, c'est-à-dire qu'ils renferment énormément d'énergie en peu de volume. Et en particulier aussi, les fossiles qu'on caractérise de fossiles liquides ont la bonne idée d'être liquides à la pression et à la température ambiante, c'est-à-dire qu'on arrive à les stocker dans des contenants relativement simples. L'exemple le plus simple, c'est le réservoir de la voiture.
On n'a pas besoin d'avoir un réservoir qui soit pressurisé, on n'a pas besoin d'avoir un réservoir pour lequel on va gérer la température, c'est-à-dire que quelque part, le ratio volumique contenant sur contenu est relativement proche de 1, ce qui n'est pas le cas par exemple pour l'hydrogène, ce qui pose notamment des problèmes par exemple pour envisager un avion à hydrogène, c'est-à-dire qu'on doit gérer aussi le problème de ratio contenant sur contenu. Le problème de ces énergies fossiles, nous le connaissons tous aujourd'hui, c'est les émissions de CO2, et ces émissions de CO2 ont entraîné depuis les dernières décennies une augmentation considérable de la teneur en CO2 dans l'atmosphère avec une dérive qui s'annonce du climat à l'échelle mondiale. Et donc, depuis quelque temps, des initiatives sur la capture du CO2 au plus proche de la source ont été mises en place, c'est ce qu'on appelle le CCS, et assez dernièrement, le CCUS, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut... Alors CCS, ça veut dire Carbon Capture Storage, et le CCUS, le U, c'est utilisation. C'est comment est-ce qu'on peut réutiliser ce carbone-là, c'est-à-dire le réintroduire et initier quelque part un début de fermeture de cycle de l'utilisation du carbone. Néanmoins, quand on fait du CCUS, on va quand même chercher initialement un carbone fossile qui a fait l'objet d'une première utilisation, et ce qu'on va faire, c'est lui faire une deuxième boucle. Mais in fine, il finira quand même à l'atmosphère. Donc, in fine, on augmente encore l'inventaire à l'atmosphère. Donc, face à ces enjeux-là, il y a une évolution aussi de la réglementation qui accompagne quelque part des initiatives de réutilisation du carbone, et en particulier, j'ai noté ici le pacte Fit for 55 qui a été émis par la communauté européenne en juillet 2021, qui vise à introduire une part à l'horizon 2050 de carburant de synthèse justement dans certaines utilisations. Alors pourquoi certaines utilisations ? Parce qu'on pourrait dire, bien, si on mettait en place du CCS ou du CCUS sur l'ensemble des utilisations des énergies fossiles, on arriverait à limiter l'inventaire à l'échelle globale, planétaire, d'augmentation de la teneur en CO2 dans l'atmosphère. Malheureusement, certaines utilisations, certains services énergétiques ne peuvent pas être dotés d'un CCS ou d'un CCUS. Et en particulier, les deux exemples qu'on a là à l'écran, l'aviation, on ne peut pas envisager de mettre un réservoir de récupération du CO2 en sortie d'un réacteur d'un avion, et pareil sur le maritime. Donc certains usages vont être extrêmement difficiles à décarboner. C'est la raison pour laquelle on envisage, particulièrement pour ces usages-là, une feuille de route justement pour essayer de doter ces usages-là de carburant de synthèse. Alors, dans l'initiation de cette économie circulaire, il y a déjà finalement un modèle qui existe déjà, c'est le modèle de la biomasse. Finalement, quand on regarde la biomasse, c'est la récupération de CO2, une fixation du CO2 et la capacité à récupérer la biomasse sous forme d'énergie pour ensuite la réintroduire dans le cycle. Alors, on a initié tout un tas d'initiatives sur justement une copie finalement du cycle de la biomasse pour accélérer certains processus. Sur le stand du CEA, vous avez des initiatives qui sont menées par des collègues sur notamment les bioalgues, qui finalement essaient de créer des réacteurs où on va accélérer ce système-là, où on vient fixer du carbone finalement atmosphérique, et grâce à la biomasse, quelque part, reconstituer des chaînes de carbone qui vont permettre, moyennant certaines transformations, de fabriquer des biocarburants. Le problème, c'est que quand on fait l'inventaire des capacités qu'on a en biomasse à l'échelle mondiale, eh bien, on n'arrive pas à atteindre les bons volumes qui permettront de répondre aux besoins qui sont exprimés dans le cadre des feuilles de route que j'évoquais à l'échelle européenne. Et quand on regarde les besoins à l'échelle mondiale qu'on va avoir justement pour la production de carburant de synthèse, avec les capacités qu'on a, justement avec les biotechnologies, c'est-à-dire des technologies qui sont sourcées à partir d'une source solaire et qui mettent en œuvre, moyennant de la biomasse végétale ou animale, quelque part le processus de photosynthèse, et donc on va être limité par des capacités surfaciques terrestres, eh bien l'équation n'y est pas. Et donc on a commencé à réfléchir sur une autre source d'énergie pour pouvoir produire ces carburants de synthèse-là. Et l'autre source d'énergie, c'est la source nucléaire. Et donc, on a commencé à initier, depuis quelques temps déjà au CEA, finalement, des concepts où on viendrait quelque part, finalement, assurer la source initiale d'énergie avec une source nucléaire qui produit, comme on le disait, avant tout de la chaleur, et moyennant finalement l'empilement de briques de conversion de cette chaleur nucléaire initiale, arriver à la production de kérosène de synthèse. Alors, les kérosènes de synthèse, et puis on travaille aussi sur d'autres paquets de molécules, sont des molécules qui mettent en œuvre avant tout finalement
du carbone et de l'hydrogène. Et donc, on va aller chercher à sourcer ce carbone et cet hydrogène. Donc, l'hydrogène, on l'évoquait tout à l'heure, c'est l'électrolyse haute température. C'est une des technologies qui est développée au CEA. Il y a d'autres formes d'électrolyseurs qui existent. Mais en gros, c'est une technologie qui va, moyennant une ressource en eau et en énergie sous forme d'électricité, éventuellement de chaleur, déjà produire la molécule d'hydrogène. Ensuite, il y a le ressourcement en carbone. Ce ressourcement en carbone, on l'évoquait tout à l'heure, on va pouvoir aller le chercher dans la molécule de CO2, soit directement en sortie d'émissaire via des utilisations industrielles, mais là on ne ferme pas, comme je le disais, complètement le cycle du carbone. On travaille sur des technologies de direct air capture, c'est-à-dire on va chercher ce CO2 dans l'air, dans l'atmosphère. L'intérêt d'aller le chercher dans l'atmosphère, ce CO2, c'est que tous ces atomes de carbone qu'on va chercher dans l'atmosphère, ils vont composer des molécules, et ces molécules, quand elles vont être utilisées et rendre un service énergétique via une combustion, ça va réémettre du CO2. Et donc finalement, les atomes de carbone qui seront émis par cette combustion-là seront ceux qu'on aura récupérés pour fabriquer ces molécules, et on aura fini finalement de fermer le cycle intégral du carbone. Et on sera en neutralité carbone sur le cycle. Et donc c'est la raison pour laquelle on travaille sur le développement de la technologie de direct air capture pour justement, en complément au ressourcement via des émissaires, fermer le cycle du carbone. Alors une fois qu'on a le carbone sous forme de CO2 et qu'on a l'hydrogène, ensuite ce sont des procédés de conversion qu'on appelle les procédés de type Power to X ou X to X, avec des procédés que les chimistes connaissent bien depuis quelques décennies, les procédés de type RWGS ou Fischer-Tropsch, pour justement, à partir de ces deux briques élémentaires, construire des molécules de carbone un petit peu plus importantes pour aller jusqu'au C12, C14, qui sont les plus grosses molécules qu'on va chercher à faire, sont les kérosènes de synthèse justement pour l'aviation. Voilà. Quels sont les enjeux de R&D associés à ce type de concept-là? On en a deux principaux. C'est le développement de procédés de conversion optimisés d'un point de vue énergétique en regard de la source énergétique amont, c'est-à-dire le réacteur nucléaire. Et puis, d'une manière globale, on voit que ce sont quand même des systèmes énergétiques qui sont extrêmement complexes. On part de quelque part, notre source d'énergie primaire, c'est l'uranium-235. Et ce qu'on va chercher à faire, c'est des molécules de synthèse à la fin. Et donc, on travaille sur l'intégration énergétique de cet ensemble pour avoir la meilleure efficacité et donc produire le maximum de molécules et donc derrière aller chercher de la compétitivité sur nos systèmes. Voilà. J'en ai terminé. Merci beaucoup. Voilà, donc l'objectif de cette présentation, finalement, c'était d'illustrer comment on pouvait utiliser l'énergie nucléaire bas carbone, non seulement pour l'électricité, ce qu'on fait déjà beaucoup en France, mais pour d'autres aspects de la transition énergétique, la production d'hydrogène, l'utilisation de chaleur et puis la production de molécules d'intérêt, donc comme des carburants de synthèse. Est-ce que là, ça appelle des questions? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, au moins une. Ah. Au moins deux. Merci pour cette présentation. Moi, j'avais deux questions. La première, c'est est-ce qu'il y a des projets de design concrets de réacteurs, notamment sur la production de chaleur? Et si oui, à quel horizon on pourrait avoir des démonstrateurs? Et ma deuxième question, c'est sur la direct air capture. On entend beaucoup de critiques sur le rendement énergétique de ces procédés. Est-ce que c'est quelque chose qui est intéressant ou est-ce que ça reste plutôt dans l'ordre du doux rêve? Merci. Alors pour la partie nucléaire, en tout cas réacteur pour produire de la chaleur, ceux qui sont le plus avancés, on peut dire que c'est les Chinois avec un réacteur qui s'appelle API 200, c'est ça. Parce que d'abord, ils ne se posent pas trop la question du marché finalement. Leur question n'est pas de savoir si c'est pas cher, ils veulent décarboner autour des villes la chaleur urbaine et donc ils ont développé un réacteur de 200 MW thermiques parce qu'autour de Pékin et des grandes villes, 200 MW thermiques, c'est pertinent. Et donc, ils ont pas mal avancé et je veux dire, c'est ceux qui sont le plus près de ce qui est faisable pour faire ça. Après, on a nos amis finlandais qui travaillent sur ce domaine-là. Ils ont développé tout un écosystème autour des SMR et notamment pour des SMR dédiés à ce genre de choses, où ils ont fait un design aussi qui peut ressembler de près ou loin à certains designs qu'on regarde nous au CEA, et ça fait partie de choses qui sont devant nous, mais c'est vrai que
la question finalement de ces réacteurs-là, pourquoi elle n'est pas tout de suite? Parce que je dis, les autres, ils regardent surtout à décarboner l'électricité. Et donc, principalement, le nucléaire est voué en premier à remplacer les centrales à charbon, si on parle de SMR, etc. Et que ce n'est pas la priorité première, sauf pour certains pays qui se dotent de ça, comme la Chine, Finlande, qui a envie. Nous, parce qu'on a cette chose-là devant nous, et pas l'électricité. Donc, c'est plutôt sous cette forme-là. Et après, par contre, il existe des réacteurs qui fonctionnent déjà en cogénération. C'est-à-dire qu'ils produisent de l'électricité et de la chaleur pour au moins le tester et voir que ça fonctionne. Et souvent, d'ailleurs, pour des applications qui sont assez proches, j'allais dire de façon simple et qui ont pu faire la démonstration qu'on peut le faire. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément la priorité de l'ensemble du monde. Voilà. Oui, alors sur la DAC, effectivement, l'enjeu de la consommation énergétique en fait, des technologies de DAC, ça va être un vrai driver sur la montée en puissance et quelque part l'industrialisation de ce type de technologie-là. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est en termes de TRL sur ces technos-là? Il y a l'entreprise Climeworks, que je pense que vous devez connaître, qui a sorti une première unité de DAC qui dépasse le mégawatt et qui capturera cette année plusieurs milliers de tonnes de CO2. Aujourd'hui, c'est un assemblage de techno qui a été fait sans véritable recherche d'efficacité énergétique à l'échelle globale. C'est un des enjeux qui est devant. Un des intérêts justement du couplage avec une brique nucléaire, c'est de pouvoir alimenter en chaleur et en électricité en cogénération avec la meilleure recherche d'efficacité énergétique, ce type de technologie-là. Et après, comme je le disais tout à l'heure, un des intérêts de mettre en œuvre une technologie de DAC pour sourcer le carbone des molécules d'intérêt qu'on va produire, c'est qu'à partir du moment où ces molécules-là carbonées auront été produites avec un carbone issu de l'atmosphère, elles vont pouvoir prétendre à une certaine taxonomie, c'est-à-dire qu'en fait, la combustion de ces molécules-là, elle sera, entre guillemets, sans taxe carbone parce que justement, elles auront été produites avec un carbone qu'on aura été sourcé dans l'atmosphère. Et donc, quelque part, ce qu'on pourrait envisager, c'est que dans une première approche d'évaluation économique, eh bien, le montant de la taxe carbone pourrait être équivalent au montant qu'on aurait pour mettre en œuvre une DAC. Et dès qu'on a dit ça, en perspective des capacités assez intéressantes au sens économique, justement, pour le déploiement de ce type de technologie-là. C'est une question qui concerne les SMR. Donc, si je comprends bien, vous avez fait le choix des réacteurs à eau pressurisée, qui sont ceux qui ont présenté le plus de risques, notamment à Tchernobyl, Fukushima, c'est autre chose. Pourquoi ne pas avoir opté pour les réacteurs à sel fondu? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est quelle est la taille exacte? Vous disiez c'est plus petit c'est une mini-centrale, mais vous n'avez pas été très près, 30 MW, ok, mais pas très précis sur la taille. Et la troisième question, c'est dans quelle matière sont vos sarcophages de protection? Alors la première réponse, c'est là on vous parlait de ce qu'on propose pour l'horizon 2050, puisque l'horizon 2050 c'est juste devant nous, donc c'est pour ça qu'on part sur des technos de type réacteur à eau pressurisé. Donc le combustible étant de ce type-là. Donc c'est pour ça qu'on prend cela en priorité. On ne regarde pas que cela d'ailleurs. On complète par des réacteurs de 4e génération, notamment des réacteurs à neutrons rapides. Et aussi on regarde des réacteurs à sel fondu pour essayer d'atteindre finalement quand on aura la maturité. Parce que c'est un problème de maturité. Le réacteur à sel fondu aujourd'hui, il n'est pas, on ne peut pas le développer pour tout de suite. Donc on sait qu'il y a un certain nombre de ruptures technologiques à atteindre, et donc c'est ce qu'on de verrou, vous voulez dire, de verrou technologique à faire sauter, à lever, et c'est sur ce sur quoi on travaille aujourd'hui, notamment à Marcoule et donc au CEA. Donc ça fait partie des compléments qu'on a ajoutés. Donc on a une espèce de vision par étape finalement d'utilisation de ce type de réacteurs qui sont, j'allais dire, par étape. Deuxième chose, c'était la puissance. Je vous ai dit les SMR. La taille, la puissance, vous avez dit 30 MW, mais c'est la taille qui m'intéresse. La taille, oui, mais la taille est liée à la puissance. Donc, le volume, exact. Enfin, l'emprise au sol, exact. Ça dépend du type de réacteur qu'on a. Si on parle par exemple de Neward qui fait 500 MW, 540 MW, c'est 340 MW. Ouais, c'est 2 fois 170 MW électriques qui fait 6 hectares. Voilà. L'empreinte du SMR Neward. Je vous donne la valeur. Après, c'est votre avis. C'est votre avis. C'est gros, oui. C'est un réacteur nucléaire. On est d'accord. Et les sarcophages
qu'est-ce que vous appelez sarcophage, puisque tous les réacteurs nucléaires ont 3 barrières, dont l'enceinte. Et l'enceinte de Newark, par exemple, c'est une enceinte métallique au plus proche du réacteur. Donc c'est pas un sarcophage, c'est une enceinte. Merci. Oui, merci pour cette présentation, c'est très intéressant. Moi, j'avais 2 questions. J'avais la question du rendement sur la chaîne eau, électrolyse, hydrogène, conversion Power to X, depuis d'ailleurs la production d'électricité. Et j'avais une question sur la consommation d'eau, parce que finalement, sur l'hydrogène, se pose beaucoup la question de la proanélec, etc. Mais pour faire de l'hydrogène par électrolyse, il faut de l'eau. Voilà, donc quand j'entends dire on va couvrir le Sahara de panneaux solaires pour faire l'électrolyse de l'eau, voilà, donc j'avais ces 2 questions sur le rendement et sur la consommation d'eau. Oui, alors sur les rendements, on est en train de travailler sur le rendement global. Si j'empile, si je fais la somme algébrique de rendement, on n'arrive pas à des choses qui sont très intéressantes. Ce que je peux juste donner quelques ordres de grandeur, c'est donc l'électrolyse de l'eau. On est sur un rendement qui va être entre 40 et 60 kWh électriques par kilo d'hydrogène. Pour faire 1 kg d'hydrogène, il faut entre 10 et 20 kg d'eau en fonction du process qu'on met en amont. Et ensuite, il y a une partie de l'eau qui serait récupérée parce que certains procédés, j'évoquais tout à l'heure la RWGS, où justement on va récupérer un atome d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène. Donc il y a certains processus de recirculation. Et donc c'est des travaux qui sont devant nous, l'efficacité énergétique globale et puis le bilan effectivement global de l'alimentation en eau, parce que comme je le disais, un des enjeux, c'est ce que je présentais là, c'est quoi finalement l'efficacité énergétique globale et l'optimisation justement des ressources à mobiliser. Voilà. Alors là, sur ce type de technologie, effectivement, on ne prévoit pas de les installer au milieu du Sahara et sur des surfaces effectivement importantes. On reste sur aussi une volonté d'avoir ce type d'installation sur le territoire national, parce qu'on considère qu'il y a aussi une dimension d'indépendance énergétique liée au déploiement de ce type de technologie. Oui, dans la question. Oui. Vous avez présenté un petit peu la conception de vos SMR, qui sont des réacteurs intégrés. Qu'est-ce qui distingue, au fond, vos SMR des réacteurs qui équipent, par exemple, un sous-marin nucléaire lanceur d'engins? À part la taille. Question classique. C'est on va dire la miniaturisation de la centrale, la façon d'intégrer, en effet, ça se ressemble. On va dire la façon d'intégrer tout dans une cuve, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir de système, comme je disais, système secondaire extérieur. Ça se ressemble. Après, qu'est-ce qui distingue, je vais donner des noms de voitures, qu'est-ce qui distingue une Clio d'une Ferrari? Je vous laisse savoir qui est la Clio. Voilà, il y a un certain nombre de composants qui sont utilisés dans la Ferrari qu'on retrouve des fois dans la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. On retrouve des airbags maintenant, comme ça de choses. Mais par exemple, le volant amovible pour sortir de façon rapide parce que la voiture elle s'est crashée. Les freins qui sont utilisés pour freiner de façon excessivement efficace à des vitesses très très élevées, etc. Dans une Ferrari, on ne le retrouve pas sur la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, etc. Donc c'est un peu ça qui les distingue. C'est une façon de miniaturiser, en effet, qui est proche. Par contre, l'utilisation qui en est faite et l'objectif qui est utilisé, ce n'est pas du tout les mêmes performances qui sont demandées à ce type de réacteur. Voilà. Mais par contre, ils sont petits, en effet, de fait, parce qu'on a besoin de les mettre sur des bateaux et qu'on n'a pas besoin de plus de quelques dizaines et centaines de mégawatts, quoi. Voilà. Merci à tous. Je crois qu'on va devoir en rester là. Merci à tous pour votre participation et pour vos questions. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous rejoindre au niveau du stand du CEA. Et pour terminer, juste un dernier petit mot. On a beaucoup parlé de coûts, de rendement. Il n'y a de toute façon pas d'énergie gratuite. Donc les énergies, elles ont toujours un coût en matière première. Et on est toujours dans une recherche de compromis. Donc une des missions du CEA, qui est un organisme public de recherche, c'est de réfléchir à ce que peuvent être ces compromis et de proposer des solutions. Après, évidemment, certaines de ces solutions verront une implémentation industrielle et d'autres non. Mais notre travail, c'est d'y réfléchir et de les proposer. Merci à tous.